Bonsoir, chers téléspectateurs de Mandé TV. Merci de nous recevoir chez vous pour votre émission Réflexion politique et merci de votre constante fidélité. Réflexion politique, votre émission, comme vous le savez très bien, nous poussons la réflexion, nous posons la réflexion, nous essayons de répondre aux questions des citoyens le plus que possible. Et pour ce faire, nous avons des invités, nous avons un thème et nous en discutons. Né le 26 décembre 1945, franc des colonies françaises d'Afrique, qui prendra par la suite la dénomination de franc de la Communauté financière africaine pour les États membres de l'Union monétaire ouest-africain UEMOA et franc de la coopération financière en Afrique centrale pour les États membres de l'Union monétaire de l'Afrique centrale UMAC. Téléspectateurs de Mandé TV utilisé dans 15 pays d'Afrique, vous l'aurez compris, il s'agit du franc CFA. Que devons-nous comprendre sur cette monnaie? Est-elle un frein au développement des pays qui l'utilisent comme laissent à penser certains analystes? Nous le saurons avec nos invités ce soir. C'est pour ce faire nous avons dégagé comme thème franc CFA. Qu'est-ce qui empêche les dirigeants de repenser clairement leur souveraineté monétaire? J'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau deux invités, économistes à la base, pour en discuter. Mon premier invité est Dr Lamine Keita. Monsieur Keita, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être sur le plateau de Mandé TV. Tout le plaisir pour moi également. Monsieur Lamine Keita est docteur en sciences de l'économie, consultant indépendant, auteur de plusieurs publications scientifiques sur l'économie. Il a fait un passage au bureau du vérificateur général en 2014, au Centre d'analyse et de formulation de politique de développement à la présidence de la République du Mali de 1997 en 2005. Notre second invité est M. Cheikh Fantamadi Traoré, économiste de formation également, consultant. Il est gérant associé du cabinet d'audit FIBA Africa Consulting, inspecteur senior à la commission de l'UEMOA à Abidjan, ancien conseiller spécial du président du CIA de Windec Banque Internationale. Monsieur Traoré, merci d'être sur le plateau de Mandé TV. Merci, madame. Merci de m'avoir quand même convié à ce débat au niveau effectivement de Mandé TV. C'est un grand plaisir de me retrouver en face de vous avec d'autres débatteurs tels que le Dr Keita. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Vraiment, c'est un honneur pour moi de pouvoir vous avoir sur ce plateau pour pouvoir parler un petit peu d'économie pour une fois. Alors, on a parlé du franc CFA. J'ai fait une introduction sur le franc CFA, une monnaie africaine aujourd'hui, qui est là depuis décembre 1945. Mais avant d'aller plus loin dans cette discussion, pour comprendre le franc CFA et répondre éventuellement aux questions que nos téléspectateurs se posent chez eux, c'est de savoir c'est quoi la monnaie. Monsieur Keita, j'aimerais bien que vous puissiez nous dire qu'est-ce que c'est que la monnaie. Bien, monsieur, madame, bonjour, madame, monsieur. En fait, c'est une question apparemment simple, mais très compliquée pour ceux qui s'intéressent à la théorie économique. Parce qu'on sait que s'il y a un sujet conflictuel en économie, eh bien, c'est bien la monnaie. Pour certains, c'est un instrument qui est tout à fait secondaire, c'est un voile, c'est pas important. Pour d'autres, au contraire, c'est tellement important que c'est comme le sang dans l'organisme. Donc, on est dans les deux extrêmes. Donc, en réalité, moi, j'arrive à la conclusion qu'en fait, la monnaie, c'est l'instrument de mesure de la discipline économique. Ça demande un gros développement parce que, à présent, c'est pas ce qui est arrêté par la majorité des économistes. Mais moi, dans mes écrits, je démontre qu'effectivement que la monnaie est l'instrument de mesure de la discipline économique. C'est comme le thermomètre pour la thermodynamique. C'est un instrument de validation des principales conclusions à l'intérieur de la discipline économique elle-même. Donc, ce n'est pas un instrument fortuit, il est extrêmement important, ça passe, c'est primordial. D'accord. Monsieur Traoré, vous avez quelque chose peut-être à ajouter? Bon, merci madame. Après la définition donnée par le docteur Keita, je pense que
c'est tout à fait la monnaie. Tout simplement pour permettre aux communs des mortels de comprendre, la monnaie, c'est l'intermédiaire d'échange. C'est ce qui nous permet effectivement d'échanger les différentes marchandises entre elles. Et également, c'est une unité de valeur. C'est-à-dire, c'est à partir effectivement de la monnaie qu'on peut quand même déterminer la valeur d'un bien, unité de compte. Et également, la monnaie, c'est ce qui est combiné entre effectivement les membres d'une communauté. Ils sont tous d'accord effectivement que nous utilisons cet instrument en tant qu'intermédiaire d'échange. Donc, pour compléter les professeurs, je pense qu'effectivement, on peut retenir la monnaie à travers 50 fonctions. Unité de valeur et intermédiaire des échanges. Également, permettre également la communauté d'être d'accord autour effectivement d'un idéal commun, effectivement, de valeur. Voici notre monnaie, le CFA ou l'euro ou autre chose que ça. Donc, il y a libre cours obligatoire dans un territoire déterminé. Donc, ça veut dire que la monnaie en tant que telle, il faut retenir l'état de souveraineté. C'est-à-dire que derrière ça, il y a un souverain. Le souverain, actuellement, c'est l'État, les pouvoirs publics. Donc, qui impose effectivement à tout un chacun et on l'accepte parce que c'est la loi qui nous l'impose. D'accord. On verra ça un peu plus loin quand on va revenir pour en débattre. Moi, professeur Lamine, vous avez cherché, vous avez étudié la question sur la monnaie, vous avez écrit beaucoup, énormément. Aujourd'hui, vous avez vraiment défini qu'est-ce que c'est que la monnaie, mais il serait aussi intéressant de pouvoir savoir quelles sont les fonctions réellement de la monnaie, au-delà qu'elle soit franc CFA, yen pour la Chine et tout. Quelles sont les fonctions? Oui, effectivement, les fonctions de la monnaie, ça dépend de la conception même qu'on a de la monnaie. Alors, de manière classique, lorsqu'on parle des fonctions de la monnaie, les économistes remontent tous à Aristote. Donc, chacun dira que la monnaie a 3 fonctions. Bon, unité de réserve de valeur. Bon, mais en fait, toutes ces fonctions qu'on énumère, j'ai montré, en fait, ce sont les usages qu'on fait de la monnaie. Mais ce ne sont pas les fonctions de la monnaie. Ce sont les usages qu'on en fait. Constituer des réserves, ou bien être intermédiaire dans les échanges, comme unité de valeur. Bon, tout ça, ce sont des usages qu'on fait de la monnaie. Mais ce n'est pas des fonctions en tant que telles qui caractérisent la monnaie. Il faut savoir c'est quoi la monnaie. Donc, si c'est un instrument de mesure, il a un rôle précis. Donc, effectivement, j'ai abordé beaucoup de critiques de ce que j'appelle les fonctions aristotéliciennes de la monnaie. J'ai fait des critiques de cela pour montrer en fait tout ce qu'on dit, ce qu'on fait de la monnaie n'est pas ce que fait la monnaie. Quand on utilise la monnaie pour faire de la réserve de valeur, c'est son usage qu'on en fait, ce n'est pas la monnaie en tant que telle. Permettez-moi de vous demander de développer cela pour nos téléspectateurs, pour qu'on puisse vraiment comprendre davantage la monnaie. Fonction de réserve de valeur, par exemple, ça veut dire que vous accumulez, votre richesse, vous accumulez en monnaie. Bon. Donc, vous comptez tout en monnaie, comme unité de compte, et vous accumulez tout en monnaie, et vous comptez des réserves. Ça, c'est ce qu'on fait de la monnaie. Vous voyez? On peut faire des réserves sur autre chose que la monnaie. Par exemple, cumuler des quantités de monnaie, ça peut être moins rentable que de les placer sous un placement plus rentable que la monnaie, par exemple. Donc, ce n'est pas la fonction de réserve en tant que telle qui caractérise en tant que telle la monnaie. Pourquoi? Parce que moi, je pourrais trouver d'autres supports qui seront plus rentables à conserver ces réserves que sous forme monétaire. Vous voyez? D'accord, d'accord. Très, très intéressant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur le franc CFA, il y a beaucoup de discussions sur le franc CFA. Et ce qui pousse les médias à en parler et qui doivent même en parler, c'est déjà pour essayer de comprendre ce que c'est que la monnaie à la base, c'est que peut-être le franc CFA, parce que c'est aussi intéressant de comprendre que le franc CFA, par sa définition, elle a été changée. Dans un premier temps, c'est franc des colonies françaises d'Afrique. Et subitement ou après, quand on voit que certaines choses coincent,
On change d'appellation et on l'a dit Fonds de la communauté financière africaine. Pourtant, c'est toujours le même franc CFA, c'est toujours ces mêmes fonctions, elle joue toujours ce même rôle-là. Qu'est-ce qu'on veut comprendre ici? Effectivement, les cycles n'ont pas changé. C'est franc CFA. Maintenant, selon qu'on veut mettre l'accent sur le passé colonial, le choix des sigles, le choix du contenu peut déjà en dire long sur la volonté du présentateur. Bon, que ce soit communauté financière ou coopération financière, ce sont des mots qui en fait ne jouent en rien sur le contenu de la monnaie elle-même. Donc, on peut se contenter des sigles de franc CFA, mais cela ne modifie en rien le contenu qu'il faut y attendre. Mais c'est vrai que la définition pose problème. Parce que quand on veut cacher son passé colonial, on veut mettre l'accent sur la coopération, on peut mettre sur la communauté financière d'Afrique. Bon, on a choisi les mots pour faire un peu plaisir à un public qui vous écoute. On n'est plus sur domination coloniale. C'est clair, ça doit pouvoir au moins changer. Pourquoi il n'y a pas une volonté des dirigeants en ce moment pour dire que c'est trop facile de faire cette petite pirouette, si on peut dire? Oui, certainement, mais en fait, le fait que cette monnaie existait même avant l'indépendance des pays, en tant que franc de colonie française d'Afrique. Donc, l'indépendance est venue trouver effectivement cette monnaie là-bas. Ça n'a pas changé quelque chose également dans son contenu, parce que c'est quelque chose qui a été mis en place par la France pour les pays africains, dans le cadre de la coopération avec la France. Donc, l'auteur n'a pas changé, l'objectif n'a pas changé, et il était là avant que nous soyons des pays indépendants. Vous venez de dire quelque chose qui est très important. C'est ça. Vous venez de dire que cette monnaie, ce système a existé bien avant la période coloniale. Il serait peut-être intéressant que vous puissiez nous faire entrevoir quel mécanisme ou quelle réflexion était là pour qu'on en arrive au franc CFA. Je me permets de poser cette question parce que je crois que vous avez aussi travaillé là-dessus, vous avez poussé des recherches et vous avez même écrit là-dessus. En fait, je parlais de l'indépendance, c'est-à-dire que la monnaie existait avant l'indépendance de nos pays. Exact. Avant l'indépendance. Et quand nous avons l'indépendance là, on a effectivement hérité de cette situation de monnaie qui était là. De quoi il s'agit? Non. En général, qu'est-ce qui pouvait changer? Dans la mesure où, si vous accédez à l'indépendance, si vous envisagez une nouvelle monnaie, alors que la France, depuis 1945, a déjà pris une monnaie pour vous, ça veut dire que vous constituez une menace pour la France, de constituer une voie à vous. Alors que la voie est déjà tracée depuis 1945. Donc, ça veut dire que vous engagez un véritable bras de fer avec la France, parce que vous ne voulez plus aller dans le cadre de France CFA. Et les menaces, pour ceux qui ont pris des initiatives comme ça, ne sont pas rares. Donc, ça veut dire que c'était bien pensé pour décourager les gens à vouloir trouver une voie autonome de développement de la monnaie dans notre propre économie. D'accord. Donc, là, on peut entrevoir une forme de domination, mais aujourd'hui, qui est souvent interprétée comme étant une coopération entre l'Afrique et la France. À l'heure actuelle, j'aimerais bien qu'on puisse en parler, poser cette réflexion sur la coopération entre l'Afrique et la France, notamment en coopération monétaire. Monsieur Traoré, vous qui avez travaillé dans les banques, qui avez travaillé avec les billets au plus près, pouvez-vous nous dire quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, entre cette coopération? Qu'est-ce qui était tel? Qu'est-ce qu'on doit comprendre aujourd'hui par rapport à la coopération? Et surtout, l'intérêt même de cette coopération monétaire pour nos pays africains. Merci, madame, pour cette question. Je pense qu'il faut comprendre deux phases, comme l'a dit le docteur Keïta, avant les indépendances.
le franc CFA a été institué le 26 décembre 1945 par la France pour les colonies françaises d'Afrique en 1945. Donc, ces États n'avaient pas accédé à la souveraineté nationale. Donc, l'émission, la politique monétaire, tout était décidé par la métropole, par la France. Donc, il n'y avait pas d'instance ni rien. Donc, on parle actuellement d'instance de BCAO. Or, en 1947, ça n'existait pas. Donc, toute la politique était dictée par la France en direction de ces colonies. C'est en 1958 que le franc CFA devient ce qu'on appelle le franc de la communauté française d'Afrique. Bon, là, c'est pour ménager peut-être la susceptibilité des Africains qui accédaient petit à petit à l'indépendance. On peut voir continuer des pays comme la Guinée ou bien des pays tels que le Mali ou autres, ou bien le Sénégal qui accédaient à la souveraineté nationale, continuer à appeler leur monnaie encore franc des colonies françaises d'Afrique. Les colonies n'existent plus après les indépendances. C'était des pays indépendants, point de formel. Donc, c'est tout l'appellation des francs de la communauté française d'Afrique. Donc là, je pense que c'est un jeu de mots, comme il a dit, pour ménager les susceptibilités. Donc, c'est à ce moment que nous avons constaté à la création des billets selon les différents pays. Donc, chaque pays avait sa dénomination. Donc, si je prends le cas, effectivement, de l'IMOA, vous n'êtes pas sans savoir que l'IMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, a été créée en 1962 aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a un transfert de la politique monétaire de la France vers les instances africaines de l'IMOA. L'IMOA a été créée en 1962. Donc, les États nouvellement indépendants sont membres de l'IMOA. Il y a le Conseil des ministres, il y a la conférence des chefs de l'État. Et on a commencé à imprimer des billets avec dénomination de chaque pays. La Côte d'Ivoire, ça c'est la dénomination A, le billet A. Le Bénin, B, c'était le Dahomey. Le Burkina, la Haute-Volta, c'est le billet C. Le Mali, le billet D à l'époque. Le Niger, le billet H. Le Sénégal, le billet K. Et le Togo, le billet T. Plus tard, la Guinée-Bissau va rejoindre l'IMOA avec la dénomination S. Donc, mais c'est toujours les francs CFA. Pour quelqu'un qui n'est pas un spécialiste, vous ne pouvez pas faire la distinction. Mais c'est les mêmes billets, les mêmes dénominations et tout. La seule différence, c'est la lettre d'identification par pays qui diffère. Donc, c'est en 1962, effectivement, que nous avons eu un transfert de toute la politique monétaire vers les États, par les États de l'IMOA. Et plus tard, vous allez voir que la BAO, l'ancêtre effectivement de la Banque centrale, qui était à Paris, maintenant, on a créé ce qu'on appelle la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a été créée aussi en 1962, en même temps. Donc, maintenant, il y a eu, même dans cette Banque centrale, il y avait la présence forte de la France, parce que le siège de la Banque centrale était toujours à Paris. C'est en 1973 qu'il y a eu des réformes importantes qui ont été initiées par les États de l'IMOA, dont l'un des volets importants était le transfert du siège de la Banque centrale de la France de Paris à Dakar. Donc le siège est transféré avec l'africanisation des cadres. Donc pratiquement tous les cadres de postes étaient occupés par les cadres africains, avec des conseillers blancs et tout. Mais il y a des instances de la Banque centrale, à savoir ce qu'on appelle le conseil d'administration qui existe. La France était toujours représentée au niveau du conseil d'administration, avec l'ensemble des États membres, avec 2-2. Chaque pays avait 2-2. Il y a ce qu'on appelle le comité de politique monétaire, qui fait partie des instances également, qui définit les directives de la politique de la monnaie et du crédit de l'IMOA. Il y a encore ce qu'on appelle le comité d'audit, où chaque État est représenté. Nous avons les conseils nationaux de crédit. Au niveau de chaque pays, il y a ce qu'on appelle le comité national de crédit, qui définit les grandes orientations de politique, de distribution de crédit. Donc ça, c'est les instances. Mais vous allez constater que par la suite, avec l'évolution, il y a de plus en plus, avec une prise de conscience, effectivement,
des pouvoirs publics et puis des populations de la sous-région, de l'IEMOA, la France a été un peu boostée, sortir petit à petit de certaines instances. C'est ce qui fait que vous n'allez plus trouver la France au niveau du conseil d'administration de la Banque centrale. La France n'existe plus. La France n'existe plus au niveau du comité de politique monétaire. Ça, c'est de façon formelle. Même si moi, de mon point de vue, quelque part, tout est décidé à ce niveau en France là-bas. Peut-être que nous allons, au cours effectivement de nos discussions, revenir sur ce volet-là. Merci, M. Traoré. Moi, j'aimerais bien que le Dr Keïta puisse revenir un peu sur cette coopération monétaire entre l'Afrique et la France. Et notamment l'intérêt de cette coopération. Elle est vraiment favorable ou pas? Bon, en fait, moi je trouve que en décidant de la création du franc CFA en 1945, la France a voulu créer une histoire toute nouvelle qui en réalité ne constitue que le prolongement, que la reproduction d'une vieille histoire de 400 ans. En fait, le franc CFA n'est autre que la reproduction de la monnaie du Moyen-Âge français, qui s'appelait l'écu en ce moment-là, qui était conçu comme un moyen de financement du trésor royal. Ce mécanisme-là n'a pas changé. C'est vrai qu'avec la Révolution française, le roi a été balayé, et puis le décret du duc Germain Antoine, qui correspond au 7 avril 1795, a permis d'éliminer toute référence à l'écu dans le système monétaire français. Donc, on ne peut plus créer l'écu qu'on pouvait diminuer pour faire gagner de l'argent au roi. Ça a été supprimé par ce décret-là. Mais par la suite, en 1945, en créant le franc CFA, exactement comme l'écu, on pouvait encore grignoter le franc CFA pour faire financer le trésor royal par les utilisateurs du système franc CFA. Donc, le franc CFA, comme son aîné de l'écu du Moyen-Âge, c'est un moyen de financement du trésor royal. La France était fière d'avoir mis en place une troisième voie de financement aux mains du roi. Les voies traditionnelles de financement du trésor, c'est l'impôt ou l'endettement. Mais il y avait cette troisième voie-là que le roi utilisait et qui est reproduit exactement par le système de franc CFA. Donc, si on ne comprend pas cela, on voit qu'on a beau faire des modifications, le fond du problème demeure, c'est que le franc CFA, comme son prédécesseur avec le système de l'écu, c'est un moyen de financement du trésor français par les utilisateurs du système. Wow. Donc, autrement dit, vous devez payer de l'argent au trésor français pour espérer vous développer. Wow. Dans les chiffres, quand même, pendant mes recherches, je me suis rendu compte que de 1945 en 1973, c'était 100% de devises qui étaient versées à la Banque de France. C'est énorme. De 73 en 2005, 65%, si mes chiffres sont bons. Et actuellement, nous sommes à 50%. Moi, j'aimerais que pour nos téléspectateurs, qu'on puisse bien comprendre c'est quoi ce mécanisme, c'est quoi ce principe aujourd'hui qui est à la limite imposé si mon mot n'est pas assez fort aux pays africains. Bon, c'est ce qu'on appelle la coopération, c'est-à-dire que le fait que les pays africains bénéficient de l'expertise de la France, ça veut dire qu'ils doivent mettre toutes leurs devises à la disposition de la France. Donc, en échange, la France les comptabilise dans sa monnaie à lui et une partie en francs CFA, mais les devises sont au nom de la France, qui les transforme dans sa monnaie française. Donc, dans ce cas, vous voyez vraiment l'intérêt des pays africains dedans, parce que de l'historique de la monnaie à sa création à maintenant, on a l'impression que les pays africains n'ont vraiment pas d'intérêt
à continuer avec cette monnaie? Presque, ou je peux me tromper? Oui. On a un intérêt lorsqu'on a choisi. Les pays ont été choisis pour un objectif. Ils sont plus un enjeu qu'un acteur. Ceux qui avaient choisi d'être des acteurs avaient choisi vraiment d'aller directement à visage découvert en guerre avec la France. Donc, c'est une coopération voulue par la France pour l'intérêt de la France. L'objectif de la France, c'est de faire gagner de l'argent au trésor français. Et ceux qui sont dans ce système-là font gagner de l'argent au trésor français. Donc, c'est compatible avec l'objectif de la coopération avec la France. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, donc pour abonder dans le même sens que le docteur Keita, je pense nous sommes dans le cadre d'une coopération monétaire. Ça veut dire que d'une coopération monétaire, ça veut dire que entre deux entités, la partie française et les États de l'UEMOA, je parle toujours pour les États de l'Union monétaire ouest-africaine. Il y a une convention monétaire, coopération monétaire entre la France et ces États-là. Maintenant, quelles sont les règles de fonctionnement de la zone franc? Parce qu'il faut comprendre cela, c'est ce qui est le plus important. Il y a 4 règles fondamentales. D'abord, il y a ce qu'on appelle le trésor français garantit la convertibilité internationale du franc CFA. Le trésor français. C'est-à-dire que lorsque nous voulons, les pays africains, les pays de l'UEMOA, veulent par exemple importer, le trésor français met à la disposition de nos trésors publics des devises à des concurrences. Vous savez que par le passé, le franc CFA était exporté à l'extérieur. C'est-à-dire que le commerçant malien, ivoirien, tout, allait à Dubaï, allait en Arabie Saoudite avec des francs CFA au Nigeria pour acheter. Et effectivement, le marché de ces pays-là acceptait les francs CFA jusqu'en 1994. Et la Banque centrale rachetait par jour, du point de vue statistique, 1 milliard, l'équivalent d'1 milliard de francs CFA par jour. Donc ça fait 365 milliards par an. La Banque centrale rachetait ses propres billets. Ça veut dire qu'il s'est baladé en dehors de la zone franc. C'est lors de la dévaluation, les mesures d'accompagnement de la dévaluation, c'est un événement très important que les gens perdent de vue. Les autorités de l'UEMOA ont décidé de ne plus racheter les billets CFA en dehors de la zone franc. Donc, à votre risque et péril, lorsque vous sortez avec les billets CFA, les gens n'achètent plus. Deuxième règle, la centralisation des réserves à la Banque de France. Vous avez dit tantôt, jusqu'en 1973, tous les États membres de l'UEMOA, nous, le Mali, nous avons du coton et de l'or, la Côte d'Ivoire du café et du cacao, le Sénégal de l'arachide, le Bénin du coton, le Togo du coton, le Burkina, l'arachide, le coton et autres là. Lorsque nous exportons ces matières premières sont achetées sur le marché international à partir des devises, soit la livre sterling, soit du dollar. Et lorsqu'il s'agit d'encaisser, la totalité était déposée au niveau du compte d'opération à Paris, en devises. Donc la France recevait les dollars, les livres sterling, mais nous donnait la contrepartie en CFA. Donc nous avions la contrepartie en CFA pour financer effectivement notre économie, notre développement. Et en retour, si nous avons besoin effectivement pour acheter effectivement des armements ou autre chose, la France mettait à la disposition de nos États ou des équipements des devises en dollars ou en Deutschmark ou autre chose pour acheter. Et maintenant, en 1973, lorsqu'il y a eu la réforme, c'est venu à 65%. Actuellement, je crois que c'est à 50%. Et même là, les décisions actuelles n'ont plus la centralisation de nos réserves en devises au niveau du compte d'opération. On n'est pas tenu. Et vous avez sans doute appris que depuis quelques 6 mois de cela, une année plus tôt, la Banque centrale avait toujours des réserves en devises qui courent
6 mois d'importation. C'est-à-dire on avait à peu près 6 000 milliards en devises. Mais depuis que les États de l'Union ont décidé de ne plus centraliser ça au niveau du compte d'opération, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons la latitude d'avoir nos réserves dans d'autres devises. Et pas au niveau de la Banque de France. Parce que c'est que les gens ne comprennent pas. Même au moment où on disait qu'il y avait la centralisation de nos recettes en devises au niveau du compte d'opération, la Banque centrale avait effectivement des comptes ouverts auprès de certaines banques. Par exemple, le principal correspondant de la banque, de la BCAO en dollars, c'est la Citibank et la Chase Manhattan Bank. La Banque centrale, la BCAO, quand je parle de Banque centrale, je parle de BCAO, avait des comptes ouverts auprès de la Chase et la Citibank. Et également, la Banque centrale avait des correspondants en livres sterling également. Avant l'euro, il y avait la lire, le yuan chinois, ainsi de suite. C'est pour vous dire que on a des multitudes de correspondants, mais l'essentiel de nos réserves en devises, les 50%, étaient détenus au niveau du compte d'opération. Ensuite, troisième règle, la parité fixe entre le CFA et l'euro. 1 euro égale à 655 957 francs CFA. C'est une parité fixe. Avec toutes les conséquences. Les gens trouvent que c'est une monnaie forte. Donc, quand même, ça affecte effectivement la compétitivité de l'économie, de notre économie. Parce que lorsqu'une monnaie est forte, les produits reviennent chers pour l'exportation. On ne peut pas exporter. Parce que les produits deviennent plus chers. C'est ce qui fait que lorsqu'une monnaie est faible, du point de vue valeur, vous vendez plus. Et un pays qui a une monnaie assez faible, vous savez qu'il y avait beaucoup de touristes qui viennent dans ce pays-là. Les hôtels coûtent moins cher et tout, parce que, effectivement, ça attire. Une monnaie faible, du point de vue parité, quand même, était moins de relance, effectivement, de commerce extérieur. Donc, source d'accumulation de devises. Enfin, nous avons la dernière règle, la présence de la France dans les instances de la Banque centrale, de la BCAO. Donc, toutes les réformes, tous ces débats, tout autour de l'indépendance, visent effectivement ces 4 principes. On voudrait d'abord que la France sorte des instances de la BCAO. Je pense que c'est, je dis tout à l'heure, ce qui est chose faite du point de vue formel. Nous allons revenir sur les réformes, mais avant cela, restons toujours dans la monnaie. Et il y a un sujet dont vous venez de parler tout de suite en disant que si la monnaie devient faible, tout devient cher. On ne peut pas faire d'exportation, on ne peut même pas pouvoir industrialiser même un pays, parce que ça va très loin, toute cette histoire-là. Moi, j'ai besoin de savoir un petit peu sur cette parité, cette convertibilité, ce qui s'est passé avec la dévaluation. Aujourd'hui, qu'est-ce qui doit se faire? On doit aller vers une réévaluation quelque part, professeur Keïta? Oui, c'est pourquoi, à force de travailler avec la monnaie, on va d'une surprise à une autre surprise, et finalement, ce qui paraît être un aspect positif devient finalement une difficulté. Donc, c'est pourquoi la monnaie, dès le départ, il faut savoir c'est quoi la monnaie. Si on ne sait pas c'est quoi la monnaie, on va en faire tellement d'usages qu'à un moment donné, les usages vont être tellement contradictoires qu'on va se demander maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Alors qu'on aurait posé des problèmes par nos propres mains. Il faut maintenant trouver une solution. Donc, une monnaie en tant que telle, elle n'est ni faible ni forte. L'économie, à un moment donné, peut produire des choses avec une qualité, mais si l'économie faiblit, elle ne peut plus répondre avec les mêmes performances. Elle devient moins performante par rapport aux autres. C'est une course. Ce n'est pas une course par rapport à soi-même, mais une course par rapport aux autres également. Il faut être performant, mais surtout par rapport aux autres. Si on est moins performant, on a du mal également à suivre leur rythme. Donc, la monnaie, c'est un peu ça. Alors maintenant qu'on dit, on parle de parité, c'est là que je dis également qu'il faut aussi faire beaucoup attention. Entre pays, utilisant des monnaies différentes, on peut parler de parité. Entre la France et les États-Unis, ou entre la France et la Grande-Bretagne, on peut parler de parité. Mais à l'intérieur de la zone franc, le franc CFA, qui est créé par la France, comme une sous-unité de la monnaie française,
Il n'y a pas deux monnaies en face, en réalité. C'est comme si, à partir du mètre, vous voulez créer le centimètre. Il n'y a pas deux unités de mesure. Il y a le mètre, dans sa centième partie, ça s'appelle le centimètre. Ce n'est pas deux entités en cours. Donc, le franc CFA n'est pas quelque chose qui existe, indépendamment du franc français d'abord. C'était le franc français dans sa centième partie, où on prend deux parties. Donc, on ne peut pas parler de parité entre le franc CFA et le franc français. Il n'y a pas de parité là. Il y a un système de monnayage qui est là. On peut faire la monnaie en permanence à tout moment, jour et nuit, ça ne change pas. C'est ça un système de monnayage. Ce n'est pas un système de parité. Parce que si on parle de parité, on risque en premier moment de modifier la parité comme on veut. Non. On ne peut pas modifier de parité entre le centimètre et le centimètre et le mètre, parce que ce n'est pas une parité. C'est la centième partie qu'on appelle centimètre. Comme la centième partie du franc français qu'on appelle franc CFA, il n'y a pas de parité. Parler de parité, ça donne comme s'il y a deux entités différentes en réalité. En fait, ça finit par faire prendre des décisions extrêmement graves et dangereuses pour l'économie de nos pays. Ce que vous dites là est quand même fort et quand même lourd. Oui. Ça veut dire que le franc CFA aujourd'hui que nous utilisons, que 15 pays d'Afrique utilisent, est totalement biaisé. C'est ce que vous voulez dire quelque part? Non, le franc, ce franc CFA que nous utilisons aujourd'hui, qui est la centième partie du franc français. Le franc français également, qui est la 6,65e partie de l'euro, parce que l'euro faisait 6,55 français. Vous voyez? Donc, au fond, c'est le même lien avec le franc français qui continue à travers l'euro. Ce n'est pas une création nouvelle. Maintenant, comme on a changé d'unité de mesure avec le franc français, on a pris l'euro qui est 6 fois plus grand. Donc, il va falloir qu'on soit encore à un niveau d'unité encore beaucoup plus petit que par rapport au franc français. Ce qui fait que 1 euro, ça fait 655 francs CFA, quelque chose comme ça. C'est uniquement ça, une question de simple comptabilité. Donc aujourd'hui, le franc CFA, c'est de l'euro dans sa 650e partie. On ne peut pas parler de parité parlant du franc CFA avec l'euro. C'est de l'euro dans sa 650e partie, uniquement. D'accord. Moi, j'aimerais aussi qu'on puisse revenir un peu sur ce système de dévaluation qui nous est tombé dessus comme ça. Ça a été un gros choc pour notre économie africaine, pour nos populations, et je pense qu'on a encore ces effets jusqu'à présent pour croire à certains analystes qui sont là et surtout qui disent que c'est vraiment un frein pour le développement. Vous pensez quoi de tout ça? Que le franc CFA est vraiment un frein pour le développement de nos pays francophones, M. Traoré? Bon, peut-être qu'à ce niveau, je vais être un peu en déphasage avec le docteur Keïta parce que moi, en tant que technicien, au moins j'ai eu la chance, j'étais encore en fonction à la Banque centrale lorsqu'il y a eu la dévaluation. Bon, les gens parlent de dévaluation, mais nous parlons d'ajustement monétaire plutôt, effectivement. Donc, et le comité technique qui avait été mis en place, comité technique à l'époque, vous savez, c'était présidé par notre directeur Femani Sidibé, qui a été Premier ministre. J'étais le président du comité technique. Donc, et en tant que jeune cadre à l'époque, j'ai participé effectivement aux travaux, aux techniques, effectivement. Donc, je peux beaucoup en parler parce que nous avons travaillé et jusqu'à la date de l'ajustement monétaire. Et vous savez, à cette époque, nos économies étaient pratiquement arrivées à un niveau où c'était pratiquement... on était pratiquement au bout du souffle, au bout du rouleau, parce que le taux de croissance n'était pas important. Également, il y avait des difficultés un peu partout. Donc, et la Banque centrale, quand même, rachetait beaucoup de billets à l'extérieur, qui affectait effectivement la position extérieure de notre compte. On avait des difficultés. Et donc, il fallait effectivement, à certains moments, prendre des décisions. Donc, je pense que ça a été une décision courageuse, moi, je pense, de prendre effectivement la décision d'évaluation de la monnaie.
et qui aussitôt a permis de relancer l'activité économique. Vous avez vu que tout juste après la dévaluation, c'est-à-dire que notre monnaie s'est affaiblie de moitié. Et je prends un exemple très simple. Hein. C'est une mesure de politique de relance de l'économie. C'est une technique qui permet, parce que lorsque une économie est arrivée à un niveau où également on n'arrive plus à investir, où il y a le blocage, il y a soit par exemple par le budget, la politique budgétaire, de relancer une activité économique. C'est-à-dire que l'État peut intervenir en injectant effectivement de l'argent frais dans l'économie. Ne serait-ce qu'à appeler effectivement les manœuvres, à venir creuser des digues, distribuer de l'argent à ces gens-là, quitte à refermer ensuite. Parce que cet argent permet effectivement de consommer. La consommation relance effectivement la croissance. La dévaluation, c'est quoi également? Nous, nos produits étaient devenus beaucoup plus chers, nos produits de base. Donc, on ne pouvait plus exporter. Il fallait quand même cette mesure monétaire, parce que là, c'est la politique monétaire, pour pouvoir quand même relancer notre activité économique, ne serait-ce que par la quantité. Je prends le cas de la Chine. Quand je dis qu'il y a une monnaie faible, vous savez que la Chine, tout le monde court vers la Chine maintenant, parce qu'ils disent que les produits coûtent moins cher, les produits coûtent moins cher. C'est par rapport effectivement à la valeur de la monnaie du yuan. C'est ce qui fait que les Américains ont tout fait pour que les Chinois remontent effectivement le cours de leur monnaie pour pouvoir ralentir. Bon, donc, vous avez vu que lorsqu'il y a eu la dévaluation en 1994, il y a eu des mesures d'accompagnement. D'où la création de ce qu'on appelle l'UEMOA, Union économique monétaire ouest-africaine. Ça, c'est des mesures d'accompagnement de la dévaluation. Également, donc, on a vu que nos économies ont repris avec la croissance. On a les 4%, 5%, 6%, ainsi de suite. Donc, c'est une mesure monétaire de relance effectivement de l'activité économique. Donc, ben, généralement, les théoriciens n'aiment pas tellement cette pratique-là. Mais moi, je pense qu'à un certain moment, lorsqu'on sent qu'une économie est essoufflée, il faut quand même des moyens pour pouvoir relancer l'économie. Donc, d'où, effectivement, l'ajustement monétaire est intervenu en 1994 par rapport à cela. Voilà. Pour relancer l'économie, mais je pense que docteur, je peux me tromper, docteur Keita, pour vous, si je vous écoute et par rapport à vos écrits, la monnaie a perdu tellement qu'on est à la limite même de faire la réévaluation. C'est là qu'il s'agit, ou bien revenons un petit peu sur cette dévaluation de la monnaie. Justement, c'est ce que j'ai dit, il faut bien comprendre c'est quoi la monnaie. Une fois qu'on sait c'est quoi la monnaie, on sait ce qu'il faut faire avec la monnaie. Si on ne sait pas c'est quoi la monnaie, on peut prendre une décision aujourd'hui, demain prendre le contraire, et après demain faire autre chose, et ainsi de suite, parce que rien n'est important pour un praticien. Quand on est guidé par la pratique, on est guidé par l'urgence, on décide aujourd'hui parce qu'il y a urgence. Mais la monnaie doit être connue au-delà de l'urgence. Est-ce que remplacer une monnaie de 0,02 francs français par une monnaie de 0,01 francs français, c'est la dévaluer? Les deux peuvent exister en même temps. Le Mali a fait l'expérience en 1983-1984, quand la France a amené le franc CFA, pendant que le Mali avait le franc malien. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que le franc CFA vaut 2 fois le franc malien. On a fait l'échange comme ça. Donc, le Mali, pour chaque franc CFA, le Mali apportait 2 francs maliens. Donc, on a petit à petit utilisé les deux monnaies en même temps. Pour montrer qu'en réalité, un tas d'arachides qui faisait 100 francs maliens était également vendu pour 50 francs CFA. Qui signifie quoi? Que 100 francs maliens, c'est 100 fois 1% du franc français. C'est 50 francs CFA, c'est 50 fois 2% du franc français. Le tout correspond à 1 franc français. Ça veut dire que le tas d'arachide là fait 1 franc français. Et si vous mesurez ce franc français avec le franc malien, vous en avez 100. Si vous le mesurez avec le franc CFA, vous en avez 50. Quelle est la preuve que le franc CFA, le franc malien, sont des unités de mesure, l'une est le double de l'autre. On peut exprimer dans un cas avec la petite unité, mais dans l'autre avec la petite unité. Ça, c'est déjà en 84. 10 ans plus tard, si vous remplacez la monnaie de 0,2 par la monnaie de 0,1, ça veut dire quoi?
que votre salaire de 100 000 francs CFA dans le gros, on va le payer pour 100 000 francs dans le petit. Il est divisé par 2. Ton salaire est divisé par 2. Et cela est vrai pour tous ces contrats fixés en quantité de monnaie. Donc, vous divisez votre salaire par 2. Mais diviser votre salaire par 2, ça veut dire quoi? Si on fait l'hypothèse qu'avec 5% d'augmentation par an, vous avez 15 ans pour doubler le salaire. Si du jour au lendemain, vous divisez le salaire par 2, parce que vous ne savez pas calculer, ça veut dire que vous ramenez la personne à 15 ans en arrière, nominalement. Mais nominalement, depuis 15 ans, les prix ont augmenté. Ce qui veut dire encore, si on doit tenir compte de ces 15 années d'augmentation des prix, il faut encore ramener à 30 ans en arrière pour dire que la décision est très très grave, ou vous ramenez quelqu'un à 30 ans en arrière par rapport à lui-même. Ça veut dire quoi? Nous sommes en compétition avec le reste du monde. Et vous, parce que vous ne savez pas mesurer, vous nous ramenez à 30 ans en arrière. Vous voyez? C'est vrai, on va croire qu'il y a un progrès, mais c'est parce qu'on ne sait pas mesurer. Si on savait mesurer, on allait voir, ils vont voir que pendant cette période-là, ils vont même voir qu'il y a eu l'inflation de 42% en 1994. Or, c'est impossible. Parce que si vous perdez de l'argent comme ça, c'est ce qu'on appelle, donc le franc CFA, c'est un instrument de mesure, le franc monnaie, c'est un instrument de mesure. Ce qui s'est fait, on a substitué le petit instrument de mesure au gros instrument de mesure. On a fait perdre à la population la moitié de la valeur de l'instrument de mesure. Si on fait l'hypothèse, en 1994, qu'il y avait 230 000 milliards de francs CFA en circulation dans les pays de l'UEMOA, ça veut dire que, après cette mesure-là, nous avons perdu 35 milliards d'euros en faveur de la France, sans même savoir qu'on a donné 35 milliards à la France, sans même le savoir. Et le calcul est immédiat. C'est ce qu'on appelle la diminution des poids de mesure. Et c'est ce que, au Moyen-Âge, le roi appelait ça les droits de seigneuriage. Parce que quand le roi il diminuait un peu le poids de l'écu, il récupérait la différence et il appelle les droits de seigneuriage. Autrement dit, le roi il vous prend 2% pour le franc français, il vous retourne 1%. Et il empoche la différence. Et voilà, c'est pourquoi ce système de franc CFA, comme le système du Moyen-Âge, c'est un système de financement du trésor royal. Et on croit qu'on va se développer en donnant de l'argent au trésor royal, au trésor français. C'est parce qu'on ne comprend pas. On ne sait pas mesurer. On ne comprend pas l'économie. On est pris dans l'urgence, on explique des choses par des mots, après par d'autres mots, et la réalité est que souvent on dit des choses qui n'ont pas de sens. Parce que lorsque vous vous débarrassez d'argent comme ça, et vous croyez que vous faites de l'économie, vous ne faites pas de l'économie, vous vous appauvrissez. Vous perdez 35 milliards sans même vous en rendre compte. Et vous croyez que vous allez vous développer comme ça? Non. Mais à vous écouter, docteur Keïta, donc si je vous écoute bien et que je vous suis bien, ça veut dire qu'à votre avis, il faudrait réévaluer même un petit peu le franc CFA. Ou c'est dans les réformes, par exemple, qu'on pourrait ajuster ce déséquilibre? Le problème, c'est qu'on ne sait même pas ce qu'est ce franc CFA. Si on savait ce que c'était, on allait savoir quel est le bon usage du franc CFA. On ne sait pas. Après tant d'années quand même on ne sait pas. On en fait l'usage qu'on en veut. On l'use comme on veut. Selon les usages, on fait comme ça. Mais aucune théorie n'amène de manière à justifier que oui, je vous paye aujourd'hui votre salaire avec la moitié aucun texte ne peut garantir ça à quelqu'un. Difficile, effectivement. Non, ça n'existe pas. Par ignorance, on peut faire ça. Difficile. D'accord. Tout le monde évolue en croissance. Nous, on va évoluer en décroissance. Donc, ça veut dire que vous convergez vers ceux qui pensent que c'est un frein pour le développement des pays francophones. Mais c'est un système de financement de l'autorité royale. Ça, on l'a compris. Si vous pensez que vous allez vous développer en donnant de l'argent à l'autorité royale, mais faites votre travail, vous allez voir que vous n'allez pas vous développer.
Donc la réponse, elle est claire ici. Oui. On a tout à fait Parce que c'est la même chose que le système du Moyen-Âge français, qui n'a pas changé. Mais comme on n'a pas réfléchi, on prend un système qui a été balayé par la Révolution française. J'ai vu comment, si vous prenez le décret du juge Germain en 3, qui a banni l'écu n'existe pas quand vous regardez là-dedans. On l'a supprimé. Donc le roi ne peut plus modifier cela. Mais on l'a créé en 1945 avec le franc CFA, qu'on peut diminuer à la baisse. Et vous comprenez pourquoi il faut le diminuer à la baisse. Si on le diminue à la baisse, on récupère la différence et ça nourrit le trésor français. Tant qu'on n'a pas compris ça, ben le système va marcher, quels que soient les ajustements qu'on va faire, que la France sorte du conseil d'administration, qu'on ne voit plus les blancs parmi les choses, c'est pas important. Le système, il est conçu pour quelque chose. Tant que ça marche, ça ne posera aucun problème. Mais arrivé à un moment, on va arriver à changer ce système avec nos dirigeants, je l'espère assez rapidement même déjà. Mais avant d'arriver à cela, et de répondre à cette question que je vais venir plus tard, l'intitulé de notre thème, là, à vous écouter, c'est comme si ça s'impose de réformer la coopération monétaire au niveau de la zone UEMOA, M. Traoré. Ça s'impose d'elle-même de réformer. Moi, je pense que ça, c'est le cri de cœur actuellement de tout un continent. Parce que de plus en plus, hein, on parle effectivement, tout le monde parle du CFA, tout le monde parle effectivement de la zone franc, des spécialistes, des non-spécialistes, et même nos paysans, parce que les gens se sont rendus compte que le franc CFA qui a été institué depuis bientôt 80 ans maintenant, parce que depuis 45 ans maintenant, 78 ans, et que nous avons accédé à la souveraineté nationale depuis 1960, et que jusque-là, nos pays ne se développent pas. Donc, quelque part, effectivement, ça veut dire que ce n'est pas une monnaie qui peut nous amener au développement. Bon, donc, et ça, c'est le point de vue de plus en plus de tout le monde. Et maintenant, et c'est ce qui fait que les gens demandent des réformes. Des réformes, je l'ai parlé tantôt. Est-ce que la réforme, c'est sortir la France des instances de décision? Est-ce que là, ça peut apporter une solution? Moi, je pense que c'est la conception même du CFA en tant que monnaie et qui a atteint ses limites et que de plus en plus, un pays qui veut accéder effectivement au développement doit prendre en charge la destinée de sa propre monnaie. Bon. Donc, d'autres pensent que c'est une force qui est d'être ensemble. Il n'en disconvient pas. Mais si on est tout le temps ensemble et qu'on n'arrive pas quand même à atteindre l'autre rive, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Et moi, je pense que, sincèrement, il est temps. Je pense que je l'ai dit une fois sur un des plateaux également. Il est temps que nos autorités prennent conscience du fait que nous devons quand même nous atteler à la tâche. C'est-à-dire que nous ne devons pas avoir peur de ce qui va venir. C'est parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Parce que ce système-là favorise les élites. Il est clair. Parce que, quelque part, les élites africaines étirent leur compte du jeu. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir effectivement des dépôts à l'extérieur, des comptes à l'extérieur, ce qui n'est pas donné au commun de mortels, à vous et nous. J'ai l'impression que vous commencez à répondre un petit peu à la question que je vais vous poser tout de suite. Vraiment, c'est pour aller vers la fin de notre réflexion. Je reviens sur l'intitulé de notre thème. Docteur Lamine Keïta, qu'est-ce qui empêche les dirigeants de repenser clairement leur souveraineté monétaire? Eh bien, pour être empêché de repenser sa souveraineté monétaire, il faut avoir pris au moins une première fois l'initiative de penser à cette souveraineté monétaire. Or, nous avons vu déjà qu'en 1945, la France a décidé de la création du franc CFA pour ses colonies. Décider de vouloir repenser, ça veut dire c'est aller directement à l'encontre de ce décret-là. Ça veut dire que déclarer tout de suite la guerre à la France. Ce qu'on tentait, on en a l'expérience. Donc, ce n'est pas étonnant que les gens n'aient pas eu l'occasion de poser clairement cette pensée
par rapport à la souveraineté monétaire. Ça, c'est un aspect. On n'a pas eu l'occasion, on ne nous a pas donné l'occasion, peut-être qu'également, on n'a pas cherché l'occasion. Ce ne serait pas juste par rapport à ceux qui sont tués, mais quand même, on n'a pas eu cette occasion à présent. Mais le problème, j'ai dit, on n'a pas besoin de refaire toute l'histoire, mais on a été à l'école, c'est pour que l'école puisse nous servir, pour que la science puisse nous servir. Nous comprenons aujourd'hui la monnaie, aujourd'hui. Moi, je n'ai pas besoin d'aller aux États-Unis ou ailleurs parce que déjà, j'ai fait tous ces pays, je sais c'est quoi la monnaie par rapport à notre pays, ce qui est bon pour notre monde, ce qui est bon pour nous, ce qu'il faut comme monnaie dans notre pays. On l'a expliqué. La monnaie, c'est un instrument de mesure. Le gros CFA qu'on a pris en 1994 pour le ramener à sa moitié, c'est un instrument de mesure. On l'a remplacé par sa moitié. Ça veut dire qu'on a appauvri tout le monde. Tout simplement. Tout simplement parce que la différence de valeur faisait que le système conçu par la France permet de générer des revenus pour le trésor français. Rien d'autre. Mais il ne nous a même pas dit merci. Parce qu'on ne sait même pas qu'on a payé. Parce qu'on parle de la monnaie comme ça, on ne sait pas qu'au départ, il y a des calculs à faire avec. Donc, je trouve que cette réflexion est à faire. Ce n'est pas seulement pratique. C'est quelque chose, c'est un travail d'intellectuel à faire. C'est à nous de réunir nos ressources. Parce qu'on ne peut pas avoir un développement sans l'avoir conçu. Merci beaucoup, M. Keita. M. Traoré, qu'est-ce qui empêche nos dirigeants de repenser notre souveraineté monétaire avant qu'on ne passe aux recommandations de part et d'autre pour qu'ils nous entendent, pour que la population et nos téléspectateurs puissent avoir une réflexion et susciter quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose aussi qui se passe actuellement. Il y a un regain, il y a une énergie du panafricanisme qui est en train de s'installer. Peut-être aussi c'est l'occasion de pouvoir sortir quelque chose de hyper positif pour l'Afrique de tout ça. Monsieur Traoré. Bon, voilà. La réponse à cette question me fait sourire parce que moi, je pense qu'au-delà même de la souveraineté monétaire, moi, je parlerais de la souveraineté tout court. Parce que la souveraineté monétaire est un pan de la souveraineté intégrale. Parce que dès lors que nos États, nos autorités quand même acceptent quand même de confier, ne serait-ce que la sécurité de leur pays à d'autres pays. Je pense qu'il n'y a rien à dire à ce niveau. Parce que on ne peut pas quand même sous-traiter quand même sa sécurité. Voilà, quand on parle de pays, il y a un territoire, il y a une nation, il y a des populations. Et dès lors que dans un pays, les autorités acceptent même de confier cette sécurité à des pays étrangers, et là, ça sort de mon entendement. Moi, je pense que la souveraineté monétaire n'est rien par rapport à cela. Mais c'est quand même l'économie qui tient le pays. C'est pour ça, Monsieur Traoré. Oui, mais vous savez, même dans les espaces où il n'y a rien à voir, il y a quand même des gens qui vivent. Les pays les plus pauvres, les gens vivent. Mais moi, je pense que c'est une prise de conscience beaucoup plus large. Il faut que, au-delà de la souveraineté monétaire, il faut que nos autorités, de plus en plus, se disent que ce n'est pas d'autres pays qui viendront faire le développement à notre place ici. Il faut que nous soyons conscients de cela. Et que c'est à nous-mêmes. Donc, nous allons quand même nous battre pour avoir quand même des responsables à hauteur de souhait. Bon, on va aller tout droit parce que le temps, on va nous faire défaut. Vos recommandations alors, Monsieur Traoré. Moi, mes recommandations, comme nous parlons effectivement de monnaie, la zone franc et autres là, vous savez qu'actuellement, d'actualité, la tendance dans le monde, c'est le taux monte partout. Le taux d'emprunt de la monnaie. Même la Banque centrale, la politique monétaire, vient de 5 fois augmenter le taux directeur de la Banque centrale à 3%. Vous avez entendu que la Fédérale Réserve vient d'augmenter son taux directeur. Pourquoi? Parce que, effectivement, le monde est confronté à des difficultés énormes. Et il se trouve qu'actuellement, tout le monde se cherche. Tous les États, même les G20, la plus grande nation en termes d'économie, ça c'est les États-Unis. Vous avez sans doute entendu qu'il y a 3 grandes banques qui ont fait faillite. La Silicon Valley Bank vient de faire, il y a 2 autres. Même en Grande-Bretagne, nous ne sommes rien par rapport à ces pays-là. Donc je pense qu'il est temps, effectivement, que nos autorités prennent conscience que nous devons quand même nous être le premier au devant.
Et nous pouvons nous développer en créant notre propre monnaie, en créant notre propre zone monétaire entre nous, sans l'ingérence effectivement de l'extérieur. Et mais cela, comme nous parlons de démocratie, les politiciens et autres là, aiment parler de démocratie. Moi, je lance un défi à quiconque sur Terre pour voir si un jour, les CFA dont on utilise, si l'Assemblée nationale a voté, l'a adopté en tant que monnaie. Donc, c'est de la dictature qu'on nous impose ici. Donc, si les gens veulent qu'on aille aux élections, parce que c'est ça la démocratie, mais depuis une monnaie qui nous a imposée depuis 1940, alors que le peuple, moi j'utilise cette monnaie, on m'oblige à l'utiliser alors que je n'ai pas voté, mes mandataires n'ont pas voté pour moi. Donc, si on veut respecter la démocratie, qu'on commence par là, d'accord. D'accord, Voilà. on a compris vos recommandations pour la souveraineté monétaire de nos pays africains. Professeur Keïta, vos recommandations. Merci. En fait, il y a des mots qui sont souvent prononcés d'autorité, des mots très jolis comme souveraineté monétaire, tout ça. Mais en réalité, quand on regarde de près, ce sont des mots qui ne reposent sur un fondement scientifique. Les nations les plus puissantes du monde, ils se sont mis ensemble, comme en Europe par exemple, pour confier l'émission de leur monnaie à une instance régionale, donc privée, qui vient s'imposer aux autorités nationales. Ce qui veut dire que la monnaie, ce n'est pas un instrument soumis à l'autorité d'un pays. C'est un instrument de mesure qui a des règles de fonctionnement précis et qu'il faut respecter. Si on ne le respecte pas, l'inconvénient est grave pour toute l'économie dans sa totalité. Donc, la preuve que la souveraineté, c'était un mot vide. La preuve, c'est que ce sont ces nations même qui l'ont proclamé, qui se sont dessaisies de la question monétaire pour le confier à une instance régionale. Comme l'Union européenne, par exemple. Et ils ont pu mettre en place un mécanisme qui, pour l'instant... C'est la Banque centrale, un organisme privé qui va imposer sa loi, sa vision de la monnaie à toutes ces nations puissantes-là. Donc, c'est pas la souveraineté monétaire à ce moment-là. Mais c'est de commun accord, quand même. Mais je suis tout à fait d'accord pour dire que soumettre la monnaie à une autorité, ce n'est pas une loi. Vous l'avez décidé de manière souveraine, vous l'avez renoncé en même temps. C'est que vous avez un problème. Et là, j'explique qu'il est important de comprendre que la monnaie a un rôle précis, une fonction précise et qu'il faut respecter, même si on a l'autorité. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, messieurs. Nous arrivons pratiquement à la fin. Le temps est court, ça nous fait défaut. Je vous demande votre mot de la fin, monsieur Traoré, votre mot de la fin. Merci, madame. Pour pouvoir donner mon mot de la fin, moi, j'aurais voulu quand même qu'il est temps. Comme on le dit, je ne sais pas bien traduire en français. Et après avoir quand même tenté quelque chose pendant de longues années, vous n'arrivez pas quand même à destination. Il faut rebrousser chemin. Moi, je pense que le franc CFA ne peut nous mener nulle part. Il est temps que nos autorités se mettent encore à réfléchir pour pouvoir quand même bâtir une monnaie africaine au service du développement. Je pense que c'est ça la seule solution. Il y a des petits pays du point de vue taille, tels que si vous prenez Singapour, quand vous prenez par exemple la Corée du Sud, qui ont leur propre monnaie. Bon, on ne peut pas être 8 États du point de vue de 70% de nos populations constituées de jeunes. Nous avons effectivement les terres les plus riches en ressources minières au monde. Nous pouvons être le centre de la Terre. Et les Occidentaux savent effectivement que l'avenir du monde, c'est au niveau de l'Afrique, et principalement au niveau du Sahel. Il faut que nous aussi, nous soyons conscients de cela. Moi, je pense qu'avec un bon leadership, nous pouvons tirer le monde. Donc, il faut qu'on s'attelle à cela. Et pour cela, il faut qu'on se défaire des vieilles habitudes, avec les habitudes effectivement de la France-Afrique et autres là. Merci, monsieur Traoré. Monsieur Docteur Keïta, votre mot de la fin? Mais mon mot de la fin, c'est pour vous féliciter parce que je pense que tout le monde compte dans ce débat-là. Comment arriver à faire prendre conscience à chacun l'importance d'une question comme la monnaie? Je crois que c'est une occasion pour que les gens comprennent que c'est très important.
On a fait confiance à des gens, on croyait qu'ils connaissaient la monnaie, ils ne savent pas aujourd'hui mieux que nous. Ils l'ont pour leur usage à eux. Et que la monnaie doit être connue. Notre expérience en nous permet de bien comprendre la monnaie comme il n'a jamais été possible de le faire nulle part ailleurs. Donc nous avons la possibilité aujourd'hui de concevoir une monnaie pour le développement dans notre propre pays, après avoir travaillé à enrichir d'autres pays. Merci beaucoup, M. Keïta. Téléspectateurs de Mandé TV, nous arrivons vraiment à la fin de notre réflexion du jour. Qui a pour thème au franc CFA, qu'est-ce qui empêche les dirigeants de repenser clairement leur souveraineté monétaire? Et pour en discuter, pour poser la réflexion, pour pousser la réflexion aujourd'hui, nous avons Dr Lamine Keïta, docteur en sciences économiques, consultant indépendant, auteur de plusieurs publications scientifiques sur l'économie. Il a beaucoup travaillé pour ce pays. Il a été au centre d'analyse de la formulation de politiques de développement à la présidence de la République du Mali 1997 en 2005. Et notre deuxième invité est Cheikh Fanta Madi Traoré, monsieur, économiste de formation, consultant également. Il est gérant associé du cabinet d'audit FIBA Africa Consulting, inspecteur senior à la commission de l'UEMOA à Abidjan, ancien spécialiste du président de CA de Windeng Bank International. Monsieur, merci beaucoup d'avoir poussé la réflexion, d'être invité sur le plateau de Mandé TV. On se dit peut-être pour une prochaine fois, parce que le CFA, l'économie... Ce serait un grand plaisir. Merci bien. Ok, à très bientôt. Merci. À très bientôt. Téléspectateurs de Mandé TV, ne quittez pas les ondes de Mandé TV. Restez toujours connectés sur nos ondes. Et allez-y également visiter nos pages Facebook, YouTube, Mandé TV, Reflet du Mali.